La réalité, c'est que moi, j'ai commencé à me pencher sur la question de l'IA au travers d'un rapport, sur, l'utilisation de l'IA au sein des collectivités territoriales, dans le cadre de la délégation collectivité territoriale ici, et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui, à la fois, passionnait énormément les sénateurs et des fois les inquiétait énormément. Et donc, on a commencé, à échanger, et puis je me suis dit qu'il y avait des sujets importants, la question, de la donnée, la question du bien commun, et puis j'ai été, au travers de ça, contactée par l'association POSIA, qui m'a, en tout cas alerté sur un certain nombre de risques, de vulnérabilité que j'avais déjà un petit peu, perçus, mais sur lequel il me semblait important que, on puisse, en tout cas ici au Sénat, au travers de ce colloque, poser. Bienvenue dans Politique numérique alias Pollen, l'émission politique sur le numérique. Je suis Delphine Sabatier et aujourd'hui je vous emmène au Sénat où se tient un colloque sur les risques et les dangers de l'intelligence artificielle. Il est organisé, ce colloque, par le collectif Pause IA, qui est une émanation française d'un mouvement plus large, Pause AI, et qui est déterminé à convaincre les gouvernements des risques à laisser émerger une intelligence artificielle générale, développement qu'il juge jusqu'à apocalyptique. Alors, je suis allée à la rencontre du président de l'association en France, et également des sénateurs qui ont décidé d'accueillir ce colloque et des intervenants venus ici prendre la parole pour alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Je vous propose de les écouter tout de suite. Alors, je suis avec l'organisateur de ce colloque sur la sécurité de l'IA, la sécurité et les risques de l'intelligence artificielle. Vous êtes le cofondateur, le président de Pause IA, qui est une branche française de Pause AI. Vous définiriez comment votre collectif? Activiste? Alors, je dirais pas activiste, je dirais militant. Vraiment, notre objectif, c'est de sensibiliser le grand public sur les questions de risque de l'IA. On pense que c'est vraiment la clé pour éviter les pires dangers de l'IA, tant que le grand public n'est pas au courant de ce qu'il se passe en intelligence artificielle. On a moins de chances que la situation évolue d'une manière satisfaisante. Alors, vous avez une formation de mathématicien, donc vous connaissez à quoi ressemble un algorithme, vous voyez quels sont les progrès aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle de manière assez experte, j'imagine. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ces IA sont capables de devenir des IA générales? Est-ce que cette perspective vous inquiète? Est-ce que c'est ça que vous avez envie aujourd'hui de pointer du doigt? Ou est-ce que ce sont les déploiements déjà actuels de l'IA qui vous préoccupent? Ce que j'essaye de pointer du doigt, c'est la dynamique de la situation, c'est-à-dire la rapidité du progrès en ce moment. Je pense qu'on se focalise beaucoup trop sur ce qui existe aujourd'hui d'un point de vue statique et on oublie que ça n'existait pas il y a encore 6 mois ou 1 an. Et je pense que c'est très important de garder ça en tête parce que cette progression rapide de la technologie amplifie tous les risques. Et c'est pour ça que j'ai fait la recommandation aux parlementaires aujourd'hui d'avoir une approche beaucoup plus proactive. Parce que la durée des cycles régulatoires est constante. Ça met peut-être 1 an ou 2 ans avant de mettre en place une régulation. Dans 1 an ou 2 ans, la technologie sera complètement différente. Donc il faut commencer à réfléchir, pas sur du très long terme, on ne parle jamais de très long terme. Il faut commencer à réfléchir à ce qui risque d'exister dans 6 mois, dans 1 an, pour être certain qu'on n'a pas une cible mouvante. Et quand vous dites réglementer, donc ça veut dire faire une pause, pause IA, ça veut dire faire une pause, c'est quoi? Arrêter les déploiements de l'IA, arrêter leur mise à disposition auprès du grand public? Est-ce qu'on peut faire ça juste au niveau français? Alors nous, on pense que la cible des laboratoires, des entreprises qui construisent les IA en ce moment est une très mauvaise cible. Donc ils sont explicitement en train d'essayer de créer ce qu'ils appellent des intelligences artificielles générales ou super intelligence, etc. Le problème, c'est que d'aller dans cette direction, c'est la direction qui a le pire profil de risque. On crée des systèmes de plus en plus généraux qu'on ne contrôle pas et dont on ne comprend pas le fonctionnement. Nous, notre discours, ça va vraiment être de rediriger le développement vers des IA spécialisées qui ont un bien meilleur profil de risque parce qu'on peut comprendre ce qu'elles font et on a beaucoup moins d'effets secondaires émergents négatifs. Par exemple, une intelligence artificielle qui est spécialisée pour jouer aux échecs, vous êtes à peu près certain qu'elle ne va pas se mettre à aller pirater du code informatique.
Mais beaucoup de confrères mathématiciens nous disent qu'aujourd'hui, l'IA générale, non seulement ça n'existe pas, mais c'est un horizon tellement lointain que ça vaut même pas la peine de s'en préoccuper. Pour l'instant, les déploiements se font sur des IA hyper spécialisées. Alors, ça dépend à qui on demande. Et le problème, c'est qu'en France, on est un peu dans une bulle où on a une moins bonne visibilité là-dessus. Quand on regarde un panel d'experts en intelligence artificielle de classe mondiale, la plupart pensent qu'on arrivera à une intelligence artificielle générale dans moins de 10 ans. Même les plus sceptiques, comme Yann Lequin, par exemple, pensent maintenant que ça a de fortes chances d'arriver dans moins de 10 ans. François Chollet, qui est aussi un grand nom de l'intelligence artificielle, qui est un Français, pense que ça a des chances d'arriver dans 5 à 10 ans. Donc on est vraiment plus sur du très long terme. C'est-à-dire que les gens qui pensent que ça va arriver dans du long terme parlent de 10 ans maintenant. Et la médiane, c'est plutôt des prévisions sur 4 à 6 ans. Vous parlez d'un fossé réglementaire aussi, donc vous appelez les sénateurs qui sont ici présents, mais pas seulement, l'ensemble des gouvernants, à prendre des mesures importantes d'ores et déjà, parce que cette course technologique va très très vite. Mais alors, quel type de mesures il faudrait prendre ? C'est une très bonne question. Chez Posia, on s'intéresse principalement à la source du problème, qui est le développement incontrôlé de cette technologie. Alors, ça se produit principalement aux États-Unis, donc on peut se demander comment la France peut avoir un impact. Je pense que la France peut avoir un impact à travers l'Europe et à travers les régulations européennes. On a par exemple le AI Act qui commence à être mis en place en Europe, qui est une excellente régulation et qu'il nous faut vraiment soutenir avec tous nos moyens, parce que de l'autre côté, les lobbies des GAFAM sont en train de s'attaquer frontalement à cette régulation, donc il va falloir arriver à tenir bon là-dessus. Merci. Axelle Arquier, vous allez être intervenante sur cette conférence qui présente les risques de l'intelligence artificielle. Vous êtes économiste au CEPI, spécialiste du marché du travail. Vous êtes la cofondatrice de l'Observatoire des emplois menacés et émergents. Qu'allez-vous défendre ici ? Plutôt le fait que l'IA menace l'emploi ou crée de nouveaux emplois ? Alors, je pense que la question se pose, donc c'est difficile de savoir déjà, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de destructions d'emplois, donc des activités cognitives, ce qui est une nouvelle menace par rapport aux automatisations passées. Il y aura certainement une création de nouvelles tâches et donc des nouveaux métiers, mais le souci, c'est de savoir si ils vont compenser en nombre suffisant pour que le solde soit neutre ou voire positif. Et ça, j'en suis pas tout à fait sûre. Aujourd'hui, quand on présente justement les menaces sur l'emploi liées à l'intelligence artificielle générative en particulier, est-ce qu'on ne se laisse pas un peu leurrer finalement par leur capacité à mimer la manière dont on parle, mais leur raisonnement, leur capacité de travail aujourd'hui reste encore à prouver, non ? Alors tout à fait, vous avez raison, il y a des limites techniques qui existent, notamment sur leur capacité à véritablement raisonner. C'est-à-dire que ils sont pas capables pour le moment de vraiment raisonner et s'affronter à des problèmes nouveaux qui sont pas dans leurs données d'entraînement. Il y a le problème des hallucinations, des erreurs, qui sont toujours un frein à l'automatisation. Cependant, ce qui est assez impressionnant, c'est que même sans véritablement raisonner, ils sont capables d'accomplir des tâches qui pour un humain demandent un raisonnement. Donc, c'est là qu'on se dit qu'il y a quand même un certain nombre de tâches cognitives qui nous demandent un raisonnement que ces systèmes pourraient accomplir à notre place. Et alors, de la même façon, on dit que ça va toucher les cols blancs. Pour la première fois, c'est une révolution technologique en fait qui attaque les professions intellectuelles. Mais ce qu'on voit surtout, en tout cas pour l'instant, c'est au niveau vraiment d'entrée dans l'entreprise que ça se passe. Par exemple, des entreprises qui se posent la question, est-ce encore nécessaire de prendre un stagiaire ? Est-ce qu'une IA ne suffit pas ? Est-ce qu'on est persuadé que ces IA vont demain occuper des postes plus stratégiques ? Alors, persuadé, non. En revanche, vous avez raison que les études qui existent actuellement montrent un effet sur l'embauche des juniors. Après, à savoir si ça va être le seul effet, moi je pense que c'est seulement une première étape parce que l'IA, c'est une technologie à usage général, c'est-à-dire que ça prend du temps à se diffuser dans l'économie, ça demande une réorganisation et on n'a pas encore mis en œuvre cette réorganisation dans les activités cognitives. Et quand ce sera fait, là, on peut imaginer que ce ne sont pas seulement les postes d'entrée qui vont être touchés, mais des postes un peu plus stratégiques, comme vous dites. Après, tout va dépendre de l'évolution technologique et de la place qu'on donne à ces IA dans un processus de décision, d'éducation, etc. Et ça, ce sera un choix politique aussi. Alors, ce colloque, il est organisé par Posia, qui est une association qui demande à stopper le développement ou en tout cas faire en sorte qu'on ne puisse pas faire émerger une intelligence artificielle générale, une super intelligence. Vous faites partie de ce mouvement également ?
Alors, je pense qu'effectivement, si on bascule dans ce paradigme d'une intelligence générale, donc qui nous surpasserait dans tous les domaines cognitifs, on va avoir un problème politique, sociétal majeur. Donc, idéalement, il faudrait éviter qu'on en arrive là. C'est un peu comme, c'est une comparaison assez facile et classique, mais c'est un peu comme la bombe atomique. C'est-à-dire qu'on aurait intérêt collectivement à ne pas arriver à ce stade. Simplement, dans un monde ouvert et compétitif, c'est très difficile d'arrêter la course économique à l'IA générale, parce que la première entreprise qui y parviendrait, vous imaginez le pouvoir qu'elle détiendrait économiquement et à terme politiquement, parce que dans l'IA, on a déjà une concentration extrême et un pouvoir politique de ces entreprises qui est inquiétant. Donc, si elle détenait l'IA générale, on aurait du mal à voir les limites. Donc, pour répondre à votre question plus simplement, je pense qu'idéalement, il faudrait éviter qu'on bascule dans cette intelligence générale. Concrètement, comment c'est possible dans un monde compétitif où on ne peut pas réguler les autres pays? Il faudra une coopération internationale et ça, c'est assez difficile, on le sait bien, surtout en ce moment, à obtenir. Merci. Olga Mousse-Laurenti, vous allez intervenir dans quelques minutes. Vous êtes ingénieur en sciences cognitives, vous êtes membre de l'association Everyone.ai qui s'intéresse aux risques de l'intelligence artificielle et informe aussi sur les risques de l'IA pour les enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup des risques des écrans. Pour vous, l'IA, c'est un risque plus important que les écrans pour le développement de l'enfant? Oui, donc effectivement, les écrans, ça a déjà été un vrai problème. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire avec Everyone.ai, c'est qu'on essaie de dire, ne répétons pas les mêmes erreurs. On a vu déjà on a eu un impact sur la vue, sur le sommeil, sur la sédentarité par rapport aux écrans. Et aujourd'hui, il faudrait développer une IA qui est bénéfique pour les enfants, qui met l'enfant au centre du design du produit, de la conception du produit. Et qu'est-ce que ça veut dire de mettre l'enfant au centre du développement de l'intelligence artificielle très concrètement? Vous pensez à quoi? Par exemple, pour les réseaux sociaux, on sait qu'il y a des choix qui, avec les connaissances scientifiques qu'on avait déjà à l'époque, on aurait pu éviter bien de conceptions différentes. On aurait pu éviter le scroll infini, on aurait pu éviter plein d'aspects addictifs liés à ce design. Et on peut tout à fait anticiper certains comportements. Donc, par exemple, tous les aspects qui vont faire simuler le comportement humain par l'IA, la simulation des émotions, des désirs, des sensations, avoir une backstory, une histoire personnelle qui est présentée par l'IA, tout ce type de petits aspects dans lesquels on peut intervenir en amont dans la conception et dans la réglementation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà et il y a encore beaucoup de choses qu'il faut encore faire. Est-ce que vous voyez des effets positifs de l'IA auprès des enfants? Dans les mathématiques, nous savons qu'il y a des enfants, ils ont parfois peur de poser des questions. Ils ont peur de poser la question bête. Je n'ai pas compris, par exemple. Exactement. Et en fait, avec une IA où il peut poser une question sans avoir peur d'être jugé, ça peut être bénéfique. Ils peuvent aussi s'adapter à la façon de raisonner des enfants. Ils peuvent aussi aider à des enfants qui ont de besoins spécifiques. Or, pour cela, pour que ça marche, il faut quand même concevoir une IA qui est spécifique aux problématiques et aux besoins des enfants. Henri Papadatos, bonjour. Vous êtes le directeur de Safer AI, qui est une association française qui alerte sur les risques de l'intelligence artificielle, qui propose des solutions pour les minimiser. De quelle façon ? Alors du coup, la partie alerte, je dirais que c'est une partie assez minime de nos travaux. Nous, notre objectif principal, ça va être d'améliorer le risk management qui est utilisé pour développer et déployer ces IA. Donc le risk management, je pense que c'est un terme qui peut paraître un peu vague. Ce qu'on veut dire par risk management, c'est l'ensemble des pratiques qui sont utilisées dans d'autres industries, d'ailleurs comme l'aviation par exemple, pour réduire les risques. Donc c'est tout un tas de pratiques qui commencent par l'identification des risques, l'analyse de ces risques, la modélisation, la mesure de ces risques, identifier quelle mitigation on va être capable de réduire les risques. Et puis on a des aspects de gouvernance également. Donc c'est tout cet ensemble de pratiques qui a réussi à réduire les risques dans d'autres industries comme l'aviation et qu'on essaye d'amener et d'améliorer pour le développement des IA générales. Et alors, dans quel secteur vous voyez en particulier des risques importants sur lesquels on doit travailler en priorité peut-être ? Tout à fait, oui. Donc, il y a une considération ici, c'est que
les capacités des systèmes d'IA continuent à évoluer très rapidement. Donc, il faut se demander quels sont les risques qui sont posés maintenant par les systèmes d'IA et également quels sont les risques qui vont être posés par les systèmes d'IA dans le futur. Et le fait que ces capacités se développent tellement rapidement fait que même si ce sont des risques qui ne se posent pas maintenant, il faut commencer à les regarder. Donc, pour répondre à votre question, je pense que les risques qui commencent à se poser maintenant et qu'on doit commencer à mitiguer maintenant, ce sont les risques liés à la cybersécurité. Donc, ces systèmes d'IA deviennent très capables en programmation. Parce qu'il y a beaucoup d'impact économique positif pour ces compagnies qui développent des IA à avoir des systèmes qui sont bons en programmation. Et donc, ces capacités de programmation peuvent également être utilisées pour faire des meilleures cyberattaques. Donc, on pense que ça, c'est des choses qui commencent déjà à arriver maintenant et qu'il faut commencer à mitiguer maintenant. Et ensuite, il y a tous les risques qui vont arriver petit à petit avec cette augmentation des capacités dans le futur, qu'il faut commencer à voir venir aussi. Donc en fait, vous travaillez très concrètement à accompagner le déploiement des IA dans les organisations, finalement. Vous n'êtes pas partisan d'une pause dans l'intelligence artificielle, comme le demande l'association qui organise ce colloque? Pour répondre à votre première question, on ne travaille pas forcément avec les entreprises qui développent ces systèmes d'IA. On pense qu'il y a beaucoup de mitigations qui sont très dures à mettre en place par les entreprises qui utilisent ces systèmes d'IA. Donc les systèmes d'IA, c'est des choses qui sont très très lourd à faire tourner, très très lourd à modifier, à comprendre. Et donc on pense que beaucoup de mitigations doivent être mises en place par les compagnies qui mettent ces IA sur le marché. Donc OpenAI par exemple. Donc on aimerait se focaliser sur le fait que ces compagnies améliorent leurs pratiques de risk management. Et pour répondre à votre deuxième question, comme je le disais, le fait que ces capacités augmentent rapidement fait que c'est très dur de s'adapter à une vitesse suffisamment rapide. Donc, je pense que vous avez parlé de l'impact économique, l'impact sur le marché du travail, l'impact sur le développement de l'enfant. Tout ça, c'est des choses qui sont augmentées par le fait du développement très rapide de la technologie. Donc, si je pouvais claquer des doigts et poser le développement de l'IA aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on fasse plus de progrès sur ces questions de risque et sur ces questions de quel développement technique on a besoin pour réduire ces risques, oui, je claquerais des doigts. Mais on ne claque pas des doigts. On voit bien qu'on n'est pas du tout sur ce mouvement. Quand vous dites que vous vous adressez plutôt directement aux entreprises qui développent ces intelligences artificielles génératives et leurs chatbots, mais ça, aujourd'hui, ce sont des compagnies qui sont très peu présentes en France et en Europe. Elles sont plutôt aux États-Unis. Comment avoir un écho auprès d'elles? Il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, par exemple, on a contribué au règlement européen de l'IA. Donc ça, c'est un règlement qui doit être respecté par ces compagnies si elles veulent déployer leur modèle en Europe. Donc ça, c'est par exemple un levier d'action. On travaille aussi sur des standards internationaux à ISO. Donc ça, c'est également un levier d'action. Et ensuite, on a fait un autre travail qui analyse les pratiques de risk management de ces compagnies-là et donne de la clarité aux gens qui vont déployer des systèmes d'IA. Donc, on essaie de créer cette boucle de visibilité sur leurs pratiques actuelles pour créer d'autres leviers pour qu'elles aient des meilleures pratiques. Merci. Monsieur le sénateur, vous avez conclu ce colloque en disant notamment qu'il fallait davantage politiser ce sujet de l'intelligence artificielle parce que ceux qui sont derrière ces IA, en fait, ont des idées, voire des idéologies politiques. Mais ça passe par quoi de politiser l'IA? Eh bien, l'IA, elle va avoir un impact très fort sur notre futur, sur la société, comment elle va être organisée, etc. Donc, le principe démocratique, c'est de choisir collectivement dans quelle société on veut vivre. Et donc, on ne doit pas se laisser imposer ce progrès. On doit le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une innovation importante qui aura un impact sur nos modes de vie. Et donc, on ne doit pas laisser les personnes qui financent ces IA, qui sont les grands milliardaires américains ou les Chinois, construire le modèle de société dans lequel on veut vivre. Et donc, si on doit réguler, c'est mon rôle de régulateur, de législateur, cette IA, on doit d'abord s'interroger sur dans quel monde on veut que cette IA interagisse. Et donc, pour ça, il faut politiser notre vision de l'IA, comprendre quels sont les impacts sur la société et voir de quelle société on veut aller. Et les principales questions que vous vous posez aujourd'hui, justement sur cette question de la régulation, de la réglementation autour de l'intelligence artificielle, ce sont lesquelles? Parce qu'on a déjà, et vous avez travaillé dessus, des règlements sur le numérique, on a un texte aussi sur l'IA. Jusqu'où il faut aller? Le texte européen sur l'IA part d'une bonne posture, c'est-à-dire se poser la question en termes de risque, savoir quel risque fait peser tel ou tel modèle d'intelligence artificielle sur nos vies. Et donc ça part d'une bonne idée. Je pense qu'on l'a évoqué un peu pendant ce colloque, mais la façon dont on a régulé l'aéronautique ou la pharmacie, par exemple, c'est aussi une bonne façon de faire. C'est-à-dire que, par exemple, les médicaments, il y a une autorisation de mise sur le marché avant qu'on lance des médicaments à l'usage. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir aussi à une autorisation de mise sur le marché de certains
modèles IA qui font peser certains risques sur nos modes de vie. Est-ce que vous avez retenu en particulier des échanges? Alors c'est assez vertigineux, c'est-à-dire que évidemment on a parlé de l'exponentielle des IA qui deviennent de plus en plus performantes et qui vont bientôt dépasser l'humain sur certaines tâches, etc. Donc ça c'est assez vertigineux, on se demande un peu quelle place on va avoir dans le futur, et donc tout ceci doit nous amener nous à très vite s'organiser pour comprendre comment à la fois accompagner, parce que je pense que l'IA peut apporter beaucoup de choses comme n'importe quelle technologie, mais aussi à savoir aussi quels risques ça fait peser sur nous. Et donc face à ce vertige, il ne faut pas être tétanisé, il faut savoir s'organiser. Et là, ce sont deux sénateurs écologistes qui portent ce colloque ce matin au Sénat. Pour autant, ce n'est pas la préoccupation première qui en est ressortie, la dimension énergétique. Oui, on a fait le choix là de voir plutôt l'impact sur la société plutôt que l'impact sur les ressources, sur l'environnement. C'est un sujet qu'évidemment on travaille sur la ressource en eau, l'électricité, la façon dont ça peut aussi impacter nos sociétés à travers cette surconsommation. Donc tout ceci, c'est évidemment quelque chose qu'on travaille. Mais là, on avait choisi de prendre un autre volet, mais c'est aussi de la même façon comment on pose des limites. C'est-à-dire que de la même façon qu'on veut poser des limites aux émissions de gaz à effet de serre, à la façon dont on prendre les ressources terrestres, et il faut aussi fixer des limites dans le développement de l'IA. Et quelque part, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'un phénomène aussi international que l'IA ou que le changement climatique, comment on met des limites pour éviter que notre société sombre. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, vous avez participé à l'organisation de ce colloque sur les risques de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui a motivé pour vous l'organisation de cet événement ? La réalité, c'est que moi, j'ai commencé à me pencher sur la question de l'IA au travers d'un rapport sur l'utilisation de l'IA au sein des collectivités territoriales, dans le cadre de la délégation collectivité territoriale ici. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui, à la fois, passionnait énormément les sénateurs et des fois les inquiétait énormément. Et donc, on a commencé à échanger. Et puis, je me suis dit qu'il y avait des sujets importants, la question de la donnée, la question du bien commun. Et puis, j'ai été, au travers de ça, contactée par l'association POSIA, qui m'a, en tout cas, alertée sur un certain nombre de risques de vulnérabilité que j'avais déjà un petit peu perçus, mais sur lesquels il me semblait important qu'on puisse, en tout cas ici au Sénat, au travers de ce colloque, poser et voir quel levier en fait on pouvait lever ici pour essayer de limiter au maximum ces risques. Alors, ce colloque, il était organisé aussi avec des intervenants, je dirais, assez modérés finalement sur les risques de l'IA. Il n'y avait pas d'appel ostentatoire à tout arrêter sur le développement de cette technologie. Parce que pause IA, c'est un peu le principe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la nécessité ou non de faire une pause ? Moi, c'est vraiment la façon dont j'ai voulu qu'on aborde ce colloque. L'idée, c'est pas de dire on arrête tout. Enfin, moi, je suis écologiste. On a dit il faut arrêter le nucléaire et on voit où on en est aujourd'hui. Je crois au contraire qu'il faut que nous puissions collectivement se dire voilà quel est l'intérêt général, quel risque et vulnérabilité on fait prendre à nos entreprises, aux acteurs économiques, mais aussi à la population, et comment donc, en toute conscience, nous législateurs, on va mettre des limites, on va définir des lignes rouges et on va évidemment travailler à la régulation qui se fait, et on le voit au niveau européen, mais sur lequel je pense on a, nous, des secteurs particuliers, ça a été soulevé, notamment la question de la sécurité, ou sur lequel la France peut avoir un vrai leadership. Qu'est-ce que vous avez retenu justement des échanges qui ont eu lieu ici et de la salle, parce qu'il y avait du monde pour écouter tout ça ? Oui, on voit que c'est un sujet qui intéresse, mais quasiment tous les jours, dans les médias, on traite de l'intelligence artificielle. Moi, il y a deux sujets sur lesquels je pense on peut trouver un terrain d'entente et sur lesquels on peut avoir, je pense, réellement une approche d'un texte transpartisan. La question de la protection de l'enfance, du droit de l'enfant, et des atteintes cognitives qui peuvent directement les toucher. Ça, je pense qu'il peut y avoir ici consensus. Et ensuite, la question de cyber. L'exemple des hôpitaux qui ont été hackés. Je pense qu'au sein de toutes les collectivités territoriales, c'est vraiment un sujet dont beaucoup de personnes et d'élus ont conscience et sur lequel, là aussi, on peut certainement trouver des terrains d'entente. Donc, il y a une prochaine étape, selon vous, à la suite de ce colloque ? Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir continuer, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire progressivement ouvrir
les champs de discussion et de voir comment on peut, au final, effectivement, apporter, en tout cas, ici au Sénat, des réponses très concrètes aux inquiétudes qui sont levées par nos concitoyens, et puis comment, avec eux, on arrive à faire en sorte que cet outil qui n'est pas simple, sur lequel je pense qu'il faut former, il faut appréhender, il faut continuer notamment à parler de l'empreinte environnementale qui est catastrophique. Et donc, voilà, quel équilibre trouver avec nos concitoyens pour faire en sorte que cet outil puisse être au service de l'intérêt général et non pas simplement au service d'intérêts privés avec tous les biais et tous les travers qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup. C'était Politique numérique alias Pollen, votre émission politique sur le numérique. Vous nous avez suivis dans cette édition un peu spéciale tournée au Sénat à l'occasion d'un colloque sur les risques de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à partager en commentaire votre propre regard sur cette société numérique et sur les déploiements de l'intelligence artificielle. Cette émission est disponible en audio sur les plateformes de streaming podcast, comme vous les connaissez par cœur. Elle est également disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Delphine Sabatier et je serai très heureuse de vous y retrouver.